Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, c'est un univers digital et une émission exclusif, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Des séries et de la musique qui en font à présent une destination touristique. Des cosmétiques qui en font une tendance partout sur la planète. À coup de tests sur TikTok et de marques toujours plus novatrices, la Corée du Sud exporte à présent sa beauté, sa routine beauté, sa skincare au-delà de l'Asie. Et c'est un vrai phénomène. Décryptage dans Iconic Business avec Emma Gatineau, fondatrice de la marketplace Maison Kozan, et Eli Politi, fondateur du Paris Korean Club. Dans un instant, on verra aussi cet autre phénomène, la série luxe à consommer en 2025, The White Lotus, saison 3 en Thaïlande, et on tirera le fil à nouveau de la transmission. La transmission pour les maisons de luxe, c'est structurant, c'est essentiel, et ce sera avec le magazine Icon France. C'est Iconic Business, bienvenue. Deux invités cette semaine pour ce phénomène. Emma Gatineau, fondatrice de Maison Kozan, bonjour. Bonjour. Eli Politi, fondateur du Paris Korean Club, bonjour. Bonjour. On parle de K-beauty, de skincare coréenne, une tendance à présent bel et bien installée, largement aidée par les réseaux sociaux, on le disait. Emma Gatineau, Maison Kozan est une marketplace spécialisée. Est-ce que sur ces derniers mois, ces dernières semaines, vous voyez plus de trafic, plus de ventes et de fait plus de produits ? Complètement. On a lancé ce projet il y a maintenant à peine un an, et on a vu les opportunités se multiplier et la demande croître en permanence. Je trouve que ce qui est très intéressant surtout, c'est de bien comprendre que on a en France, les produits auxquels on a accès, les marques qu'on commence à connaître, c'est peut-être 1/10 de ce qui existe en Corée. Et de ce que ça peut représenter. Complètement, complètement. Donc nous, notre travail, et en tout cas l'idée derrière Maison Kozan, c'était d'aller évidemment répondre à cette demande qui existait, qui a émané des réseaux sociaux, et on va en reparler, mais effectivement de venir répondre à la demande client qui existait déjà, mais également d'aller chercher des marques qui sont encore niches ici, en Corée, à Séoul, et aller vraiment sur des marques un petit peu premium. D'être dénicheurs, d'être prescripteurs. Exactement. Et est-ce que sur cette année écoulée, donc c'est peu à l'échelle d'une entreprise, mais donc vous avez vu le phénomène, votre croissance, vous, elle est de combien sur cette année ? Là, on est sur chaque mois, on fait plus 50% sur ce qu'on a fait le mois d'avant. Alors à nouveau, comme on est sur un business qui est très nouveau, c'est difficile de donner une tendance complète, mais c'est vrai qu'on voit, typiquement, on a lancé Maison Kozan en juin dernier. En octobre, on intégrait le Bon Marché à Paris pour ouvrir un corner qu'on a maintenant rendu permanent. C'était au début un pop-up, et maintenant c'est un espace permanent qui, j'espère, va pouvoir durer dans le temps. Donc ça prouve l'engouement, et nous on arrive à sentir que les gens sont de plus en plus curieux de tout âge. De plus en plus connaisseurs aussi, ça va Aussi. avec. En fait, plus l'offre s'accroît, plus ils sont connaisseurs et exigeants. Complètement. Nous, on a vraiment des clients qui viennent avec une routine déjà en tête. Ils se sont renseignés sur les réseaux sociaux. Ils ont fait eux-mêmes une étude de marché, en fait, comme des experts. Les gens sont de plus en plus attentifs aussi aux compositions des produits. Est-ce qu'il y a du parfum? Est-ce que c'est sans alcool? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens? Et c'est super. Enfin, je veux dire, je pense que on va vers des choses qui sont très importantes. Ça, c'était déjà une évolution ancrée. On avait vu ce phénomène de cosméto un peu plus bio, un peu plus naturel, entre l'outil marketing et la réalité, mais beaucoup de marques se sont positionnées. Donc là, il y a cette évolution. En 2024, les exportations de cosmétiques sud-coréens ont franchi le cap de 10 milliards de dollars. C'est pas anodin du tout, plus 20% sur un an. La Chine d'abord, mais derrière les États-Unis. Et ça, c'est un phénomène et c'est un ancrage. Les routines, elles sont plébiscitées. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette skincare coréenne, en fait ? La skincare coréenne, elle est en avance sur effectivement cette tendance de la clean beauty, la beauté propre qu'on a vu émerger dans les années 2010. Les Coréens et la beauté coréenne, c'est même plus un argument de vente qu'ils mettent en avant, c'est tellement
dans leur ADN d'essayer de sortir des produits toujours plus respectueux de la peau, de l'environnement, énormément de gammes qui sont véganes, évidemment non testées sur les animaux, mais surtout ce qui est intéressant chez eux, c'est le savoir qu'ils ont de mélanger les actifs, d'où la fameuse routine en 12 étapes qu'on peut écourter, évidemment, c'est la version ultra, plus. Non mais c'est ça qui est aussi important parce que du coup, il ne faut pas donner du tout cette idée de surconsommation, c'est simplement qu'ils savent allier les actifs mieux que personne et ils préfèrent des compositions plus courtes, plus exhaustives, avec un ingrédient principal pour en chercher le bienfait et l'associer ensuite avec d'autres étapes pour compléter et avoir une routine qui, du coup, évidemment, a ce côté magique presque. Mais c'est vrai, on voit vraiment la différence et nous, tous nos clients de tout âge reviennent en nous disant « j'ai vu la différence ». Oui, donc il y a vraiment cet ancrage au fur et à mesure. Élie Politier, un phénomène plus global en fait, que vous voyez aussi. Vous êtes fondateur, je le disais, du Paris Korean Club. Cosmétiques, K-pop, gastronomie, séries, la culture coréenne est plus présente. Elle est devenue sans doute un formidable levier marketing. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose que j'ai rencontré, moi, j'allais dire dans mon expérience passée, notamment moi avec une expérience un peu plus tech au départ, où j'ai vu les Coréens venir en France et venir être intéressés par marketer justement leurs produits en Europe cette fois-ci, sortir du carcan Asie et après les US. Maintenant, l'Europe reprend un gain et évidemment, la France et Paris est vue comme, j'allais dire, le siège du luxe, le siège du glamour, le siège donc du marketing aussi. Et voilà pourquoi il est très important. Alors, évidemment, on va parler de la beauté ici, mais jusqu'à la tech ou jusqu'à certains secteurs qui sont très en pointe, notamment aussi la fashion, on retrouve, et il est important pour les Coréens de se faire connaître à Paris et de pouvoir briller à Paris pour pouvoir ensuite briller sur l'Europe. Des nouveaux marchés, du soft power, la Corée du Sud a beaucoup investi justement pour se montrer et pour se diversifier. Énormément, avec notamment aussi le gouvernement qui est là très actif sur la libération de beaucoup d'investissements. Des différentes agences, d'ailleurs gouvernementales, se partagent un très gros budget. Coca, Cotra, ensuite d'autres, la KIC aussi, se partagent des très gros budgets pour pouvoir faire briller leurs start-up ou leurs entreprises coréennes à l'international. Vous commenciez à le dire, la France est un marché particulier pour la Corée du Sud. Il y a une histoire particulière avec la France ? Ce que je vois et ce qui est très important pour les Coréens, c'est que sur certaines choses, l'attrait pour l'esthétique est quelque chose qui va être partagé entre Français et Coréens. C'est là où on arrive à croiser l'ensemble des cultures et des marchés potentiels aussi, avec la croissance potentielle. Sur la cosmétique, sur la beauté, c'est une chose. La mode, la fashion, vous le disiez. Et en fait, on a des esthétismes qui peuvent se partager et coexister. Exactement, il y a une attirance, j'allais dire mutuelle, entre le Français qui va être très attiré par tout ce que peut produire les Coréens. On le voit souvent beaucoup, on travaille aussi au club avec des stagiaires ou en tout cas des volontaires aussi qui veulent aider parce qu'ils sont portés par la culture coréenne, par la K-drama, par la K-pop et donc veulent aider, veulent se rapprocher de cette connaissance. Mais c'est pareil, de l'autre côté, on a aussi des stagiaires et des volontaires coréennes qui nous aident justement et qui incluent leur travail dans le club pour pouvoir sortir des articles, pour pouvoir expliquer combien la Corée et les jeunes Coréens aussi veulent se rapprocher de la France. Alors historiquement, c'est surtout sur des sujets sur l'art aussi, beaucoup sur l'architecture qui est aussi encore un sujet esthétique évidemment qui va plaire. Et de plus en plus, on voit aussi les écoles de commerce qui créent ces liens, HEC par exemple, ou l'ESSEC, qui vont créer certains programmes pour pouvoir se rapprocher de ces étudiants, les faire aimer, j'allais dire, la France, mais sur d'autres aspects comme le business et des choses un peu plus larges que ça. Évidemment, quand ça devient un phénomène, quand c'est une destination tendance, de toute façon, les échanges se font plus facilement. On l'a vu, il y a eu un phénomène autour du tourisme. Ça a commencé comme ça et après, ça s'installe. Un autre phénomène qu'on va voir tout de suite avec Éric Brionne, c'est la série Must Have du luxe en 2025. C'est une série qu'on connaissait déjà.
ça, The White Lotus, c'est la saison 3. Cette série qui suit des vacanciers richissimes dans des hôtels de rêve où luxe rime avec névrose, crime, enfin la totale. C'est une satire. Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, une série qui cartonne aux États-Unis, plus de 10 millions de téléspectateurs en une semaine. Et Éric, même à la 3e saison, on regarde, on adore et pour plusieurs raisons. Bonjour Audrey, c'est totalement addictif. Il y a un rapport avec la K-pop, qui est une grande star de la K-pop en plus, qui a un petit rôle. En effet, c'est un formidable miroir des désirs des riches. Et vous savez que les 2% du luxe font 40% du business ici. Et les riches en 2025 américains, ils sont extrêmement stressés. Alors ils se battent par rapport à Trump. Il y a des problèmes de sororité. Donc du coup, White Lotus amène une réponse touristique à travers la thème, c'est la spiritualité narcissique. Très intéressant. Massage tantrique, gourou, pop taille et retraite bien-être à l'ego trip inclus. Donc déjà, on comprend les désirs des voyages sur mesure. Ça, exactement. C'est le premier point. Il y a l'incarnation aussi d'un phénomène très particulier. Ouais, le set jetting. Alors le set jetting, ça date pas d'hier. Lost in Translation, si vous vous rappelez, l'hôtel à Tokyo du parc Hayat avec Bill Murray et Sofia Coppola. C'est vraiment comment on va magnifier un lieu touristique, un hôtel ou un lieu tout court par la fiction. Et donc, ici, White Lotus, c'est extraordinaire parce que ça passe toujours en hiver. Et on a des destinations d'été. Donc, du coup, ça fait du bien, entre guillemets. Alors, la saison 1, c'était Hawaï. La saison 2, la Sicile. La saison 3, c'est la Thaïlande. Et à chaque fois, ça ne manque pas. Une fois la série passée, c'est complet, ici. Donc, les hôtels sont dépeint par la caméra de Mike White de façon hallucinante. Il a un style un petit peu, j'ai envie de dire, David Nichien, si vous voulez. Donc ça vaut vraiment toutes les campagnes de publicité. Et donc, une fois qu'on passe, on le voit à travers l'écran, on passe quelques instants, on est en vibration, on ne rêve que d'une chose, c'est d'y aller. Bon, je sens que vous êtes quand même très très fan de cette série. Bon, il y a aussi une troisième et dernière raison, c'est vraiment la masterclass par excellence du placement de produits. Ah oui, alors du placement de produits, subtilement, toujours subtilement, c'est ça qui est intéressant, on n'est pas sur quelque chose de lourdingue ici. Et donc, en fait, White Lotus, c'est une chaîne. Chaque année, on voit une autre destination, sauf que cette chaîne n'existe pas. Et en réalité, ce n'est ni plus ni moins qu'un hôtel Four Seasons. Et donc, il y a un partenariat Four Seasons qui n'est jamais mis à l'écran, mais dès qu'on sait, on sait, on ici. sait quoi. Donc, du coup, et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est justement que Four Seasons vient de sortir, alors justement, après les 10 millions que vous avez cités, un magnifique pack. Et là, on voit tout à fait la cible. Ça vaut 190 000 $, 20 jours, un Airbus pour nous. Donc, c'est des vacances de groupe de riches, c'est assez intéressant. Ah bah oui, on va pas se mélanger quand même. Ouais, mais quand même de groupe. On n'est pas dans le sur-mesure. C'est intéressant. Il y a un côté de masse ici. Pour une fois, vous voyez, on a traité beaucoup de sur-mesure ici. Et là, les 20 jours, qu'est-ce que c'est ? On va bien sûr revisiter les 3 destinations et c'est enrichi par 7 autres. Voilà, donc tour et jouet, White Lotus, absolument indispensable pour comprendre les dernières tendances du tourisme et comprendre notre rapport fasciné avec les riches. Un super cours, Éric Brionne et The White Lotus. Emma Gattino, Élie Poulitier, vous êtes fan de cette série ? Vous allez dénicher les bonnes idées ou pas ? Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu que la première saison, mais il me tarde de regarder la deuxième, qui en plus se passe en Italie, pays que j'adore. Donc il faut rattraper dans la to-do. Exactement. Merci Éric Brionne pour cette chronique cette semaine. Emma Gattino, comment vous sourcez vos produits, des marques uniquement produites en Corée du Sud? Comment vous faites votre choix? Quelle expertise vous apportez? Le mot d'ordre pour nous, c'est la composition. Donc on fait vraiment attention, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais vraiment on s'assure que les produits aient une jolie composition. On travaille, je suis associée avec une Coréenne qui connaît évidemment le pays, qui connaît les tendances. Elle a travaillé ici beaucoup en France pour des grandes maisons de luxe également. Donc je pense qu'elle connaît exactement ce lien qu'a la France avec la Corée, cet esthétisme partagé dont on a parlé. Et donc là, vraiment, nous, la chose principale qu'on va regarder, c'est est-ce que la marque
a de jolis produits qui fonctionnent, qu'on teste évidemment, et est-ce que la marque a un potentiel pour venir sur le marché français et convaincre les clients français avec un esthétisme partagé. Parce qu'il y a un sujet à l'heure actuelle avec une déferlante telle sur les réseaux et sur TikTok. Il y a des produits mass market qui existent et qui apparaissent, qui se multiplient. Est-ce que vous allez chercher absolument, et ce sera votre enjeu sur la suite, des marques de niche, en partie vous y répondiez tout à l'heure, de Corée du Sud, ou c'est des versions occidentales, occidentalisées? Non, alors justement, on exclut de notre catalogue toutes les marques qui ont été pensées pour l'Occident et non pas des marques vraiment utilisées par les Coréens. Ça, c'est vraiment la chose auquel on fait attention. Il en existe plusieurs sur le marché. C'est des marques qui, vraiment, oui, sont à destination des Français, des Européens, même des Américains, et c'est très chouette. Mais c'est vrai que si nous, en Corée, les gens ne les utilisent pas, c'est pas forcément des marques qu'on veut mettre en avant. Après, il faut toujours faire avoir un petit peu ce rapport entre qu'est-ce qui plaît tout de même et quelle est la demande. Mais de plus en plus, on espère pouvoir aller sur un catalogue très niche, très premium, pour proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et aussi pour vous positionner, parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec cette hiérarchie classique entre les cosmétiques coréens qui peuvent être une version mass market stéréotypée de ce qu'on a sur les réseaux sociaux, et puis après, la version premium pour exister, pour survivre. J'imagine que c'est ça aussi l'enjeu. Complètement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver notre place sur le marché. Il devient dense de plus en plus. Surtout en cosmétique. Exactement. Les réseaux, des nouvelles boutiques en ligne, des nouveaux acteurs sur le marché. Ça prouve qu'il y a une demande, donc tant mieux. Mais vraiment, nous, le challenge va être effectivement de trouver cette place de presque bureau de tendance, pouvoir amener la nouveauté, pouvoir donner un petit peu le ton sur ce qui marchera les mois suivants en France et en Europe. Élie Politi, vous réagissiez. Il y a cet enjeu justement au milieu de cette déferlante, c'est de se premiumiser et de peut-être en France installer le segment haut du panier. Exactement. Il y a une vraie tendance aussi qu'on voit, qui est le premium et voire l'ultra premium sur certains produits. Et il y a aussi la volonté aussi d'avoir des éditions exclusives dans certains magasins. On peut le voir sur BTSO. Le nouveau parfum, un parfum d'une marque coréenne dont L'Oréal a pris une action minoritaire. Ouais. Et on voit bien qu'effectivement, ils sont en exclusivité chez le Printemps, par exemple. Donc on va avoir la volonté, en tout cas des marques, d'aller travailler peut-être en exclusivité avec un certain magasin qui a aussi lui-même un positionnement premium ou ultra premium. Oui, c'est la porte d'entrée, c'est la vitrine. La Corée du Sud, c'est aussi un appareil industriel développé, innovant. Il y a de gros groupes, partenaires stratégiques, on imagine, pour les entreprises françaises du secteur. C'est ça aussi l'enjeu, c'est à l'image du Japon, parce qu'on voit aussi ce parallèle d'esthétisme et d'un marché peut-être un peu similaire, d'un débouché pour les maisons de luxe, aussi à contrario, la Corée du Sud. Absolument. On voit L'Oréal qui fait travailler aussi sa R&D, qui investit, on parle en milliards, je crois, pour L'Oréal qui a sa R&D en Corée, et on le sait pourquoi. On dit, et j'entends souvent, on dit que la Corée du Sud a 20 ans d'avance sur les sujets. Et effectivement, un groupe L'Oréal qui est, lui, français, va avoir besoin d'avoir sa R&D pour autant en Corée, ce qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, L'Oréal a fait un partenariat avec le gouvernement, a créé un start-up programme qui donc montre ces liens qui vont entre secteur privé sur la beauté, mais qui va toucher effectivement même le gouvernement et donc du coup des intérêts presque secteur public, voire soft power. Bon, après, c'est indispensable aussi pour les grosses entreprises françaises, dans le sens où la France est un géant des cosmétiques en termes d'exportation. On voyait avec les chiffres tout à l'heure. Donc, si on veut continuer à exister et aller à la source de la concurrence et être le marché, l'intérêt aussi, c'est d'aller sourcer et les partenariats en Corée du Sud. Absolument, tout à fait. Voilà pourquoi même Sephora aussi, qu'on retrouve aussi en Corée du Sud, avec certaines alliances qui se font avec d'autres grands géants, notamment Amore Pacifique. On voit qu'ils essayent de renforcer ces liens pour la partie aussi de distribution qui va être extrêmement importante dans cet écosystème, ou en tout cas sur ce pays-là. Et Magatino, le potentiel de croissance est encore important ?
Je pense qu'on est à l'aube de quelque chose d'énorme. On n'a pas évoqué la beauty tech, mais c'est ça aussi où ils excellent et où là on voit un potentiel qui ne va que croître évidemment avec les avancées technologiques qu'on peut observer dans tous les domaines. Mais effectivement aussi dans le domaine de la beauté, ils sont tellement forts dans la mise au point d'appareils pour la maison, pour renforcer une skincare routine et avoir des effets 10 fois plus intéressants et impressionnants que l'application de crème qu'on a l'habitude de... Oui, donc potentiellement, c'est toute l'expérience retail, ce sont tout ce qui va se dérouler autour des soins, autour des spas. Potentiellement, il y a d'autres produits en ligne de mire, mais aussi d'autres expériences. Complètement. À Séoul, les marques ont des flagships, donc vraiment des magasins immersifs où le produit est mis en avant, mais pas que. Il y a aussi une expérience, c'est tout un univers dans lequel on se plonge. Et ça, c'est très, très coréen, de la manière de présenter les produits. C'est pas simplement des boutiques où vous pouvez venir acheter une crème, un sérum. Vous venez vivre une expérience 360 pour prendre soin de vous. Ils sont aussi connus pour des instituts où vous pouvez faire de la colorimétrie, où vous pouvez vraiment... avoir des routines pour vos cheveux, des routines pour le corps, des routines pour le visage. C'est hyper intéressant parce que ça prouve que le secteur, il est encore... c'est le début. Nous, à découvrir, c'est le début. Éric Briotte, j'en profite que vous soyez encore là. Ce regard, est-ce que c'est indispensable? Justement, la France, c'est un grand pays de cosmétiques, on le disait. C'est important d'aller nouer ces partenariats, justement, et de pénétrer ce marché sud-coréen? Totalement. En même temps, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire que la force de la K-Beauty, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a connu déjà une crise. Quand vous bladez il y a 10 ans en Chine, la K-Beauty, c'était synonyme d'entertainment. Donc, c'était la fusion entre la K-pop, les K-séries, et vous avez des expériences retail, c'était Disneyland, entre guillemets. Ouais. Et du coup, la Chine a récupéré, a copié, et on a eu beaucoup d'acteurs de Corée qui ont disparu. Et ils ont été résilients dans l'histoire, ils se sont réinventés au prisme de la tech, et de la clean beauty. Donc, par rapport à ce facteur de résilience, c'est important. Cette beauté, ce n'est pas une beauté nouvelle, c'est une beauté qui est vraiment enracinée, qui a déjà connu une crise et qui se relève formidablement bien. Donc oui, c'est un modèle d'inspiration. On dirait un peu le storytelling des maisons de luxe, en fait. On va plonger dans les racines de l'histoire, des habitudes, de l'ancrage, et on monte en gamme. Mais avec un temps d'avance, parce que finalement, le côté entertainment que le luxe a maintenant, ils ont commencé par ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, leur capacité de pivot et d'agilité est une vraie source d'inspiration. Bon, destination touristique, destination business, énorme potentiel de croissance. On aura largement l'occasion d'y revenir. Merci Emma Gatineau, fondatrice de Maison Kozan. Merci Elie Politi, fondateur du Paris Korean Club. Et merci Éric Briotte. On vous retrouve très vite. Merci d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Capsule avec notre partenaire Icon. Phénomènes et tendances avec le magazine Icon France, notre partenaire. La transmission, vous le savez, comme clé de voûte, comme élément structurant du luxe et de la mode. Caroline Hamel est avec nous pour Icon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allée dans cette école de mode de l'Institut des Arts Appliqués, Mode Class, à Vienne. Et Vienne, pourtant, c'est pas intuitif, c'est vraiment pas la capitale du style. Non, c'est vrai. En revanche, ils ont cette super école qui s'appelle donc Mode Class et qui gagne à être connue parce qu'elle forme vraiment des techniciens à la couture. Et c'est aussi une école qui est vraiment réputée pour ça, et peu le savent par rapport à la Centrale Saint Martins ou à l'IFM, qui accueille dans les masters en Head of Master à chaque fois un grand designer. Et ce, depuis les années 80, il y a eu Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld, Jill Sander, Helmut Lang, enfin bon, la liste est longue, et dernièrement Craig Green, qui viennent même pas faire des masterclass, mais enseigner vraiment leur savoir et être au quotidien avec les étudiants à discuter de la place d'un bouton, pourquoi, qu'est-ce que tu racontes quand tu fais ci, quand tu fais ça, l'ourlet, qu'est-ce que ça veut dire. Et pourquoi justement ces grands viennent dans cette école ? Alors, je pense que ça tient pas mal à l'indépendance de l'école, parce que c'est une école publique qui n'est pas liée à des financements privés. Donc, ils ne sont pas là dans un espèce de culte de l'ego du designer. On est là pour travailler le savoir-faire, apprendre, etc. Puis, il y a un véritable échange avec les designers qui viennent, parce que je pense que comme ils sont très, très près des étudiants, ça les pousse à être dans un échange, dans une réflexion, dans quelque chose comme ça qui les nourrit eux aussi.
vraiment. Qui les nourrit en tant que professeur, en tant qu'acteur aussi. En tant que professeur, mais oui, en tant qu'acteur. C'est-à-dire que je pense que c'est des savoirs... C'est comme une espèce de coaching inversé où finalement, eux aussi en retirent quelque chose qu'ils vont ensuite transposer dans leur création. Donc il y a cette école et puis la transmission, ça se passe aussi avec cette fois à l'échelle du groupe, évidemment, du groupe LVMH. Alors oui, il y a des gros enjeux à ce niveau-là. C'est pas quelque chose que je vous apprends. LVMH, ils ont cette tournée qui s'appelle You and Me, qu'ils font très fréquemment. Ils ont tenu leur première session, si je puis dire, au Carreau du Temple fin janvier à Paris. Et en gros, l'idée, c'était d'ouvrir aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens, pour qu'ils puissent venir apprendre, comprendre les métiers en tension chez LVMH, parce qu'il y a des offres d'emploi sur 4500 jobs dans le monde, pour apprendre à être... il y a des métiers, donc le vendeur, directeur artistique dans la création pure et dure, et aussi dans l'artisanat. Et là, dans l'artisanat, on comprend les gros enjeux, parce qu'il y a plein de gens qui vont partir à la retraite, et il faut 10 ans pour former un bon artisan. Donc, c'est maintenant qu'il faut embaucher. Et c'est maintenant qu'il faut trouver ces personnes pour venir accueillir, prendre ces savoirs auprès des artisans. À tel point que finalement, la tournée n'a cessé de croître. Il y a de plus en plus de dates et de villes. Exactement. Alors, il y a Paris, Clichy-sous-Bois, Lyon, désormais Lille. Et puis, il y a aussi d'autres dates qui sont venues se rajouter à l'étranger. Non, c'est quelque chose, c'est une grosse ampleur, c'est un gros sujet pour LVMH. LVMH d'une part, Hermès d'autre part aussi. Oui, Hermès, alors là, c'est une autre dimension, mais Hermès a développé tout un programme qui s'appelle Manufacto, et ils vont mettre en place dans les écoles qui en font la demande, les collèges, les lycées, et ils ne le savent pas toujours, donc c'est bien de leur dire, ils vont mettre en place des programmes sur plusieurs semaines avec des artisans qui viennent former au savoir sellier, maroquinier, et peut-être pour pouvoir nourrir des vocations à terme. En fait, c'est ça l'essentiel, véritablement voilà. La boucle est bouclée sur la transmission. Exactement. Merci beaucoup Caroline Hamel d'avoir été dans Iconic Business. On retrouve justement votre enquête sur la transmission dans ce numéro d'Icon France de ce trimestre dernier. Merci beaucoup. Je vous rappelle, côté cosmétique coréen, on en parlait en début d'émission, cet événement le 18 mars prochain au musée Fragonard à Paris autour de la beauté et des cosmétiques coréens. Iconic Business, le luxe par BFM Business, toutes les semaines en radio et TV, dès à présent sur le site, l'app et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.